Dans le Gard, les inondations de Trot à Sommières, le ras-le-bol des commerçants qui avaient tout juste réussi à finir leurs travaux de restauration après les crues dévastatrices de septembre dernier. La fin du sommet de Copenhague avec moment historique, l'accord des 10 pays candidats sur l'élargissement de l'Union européenne à 25. La Turquie n'a pas eu le choix, son dossier sera examiné fin 2004. Quant à la Pologne, elle a failli claquer la porte, mais tout désormais est rentré dans l'ordre. Fini le képi du gendarme, désormais une nouvelle tenue qui changera selon les saisons, mieux adaptée à l'ère du temps. La victoire de Carole Montillet qui a remporté le Super G de Val d'Isère, une saison radieuse pour la championne française. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le Gard, une nouvelle fois touchée par les inondations, la décrue a commencé. Reste le ras-le-bol des habitants qui, en moins de 3 mois, revivent une situation qui leur est devenue insupportable, au point que certains commerçants envisagent de quitter Sommières alors que les travaux de restauration viennent tout juste d'être achevés. Reportage Léo Lamberton, Pascal Ponce. Toute l'après-midi, on s'est activé pour dégager le vieux pont de Sommières, reprendre coûte que coûte une vie normale. Mais après la 3e inondation en un an, le cœur n'y est plus. Les Sommiérois sont exaspérés. Ça peut le faire, ça recommencera et ainsi de suite, ça ne finit pas. Ils ont construit dans le Vidourle, là, ils vont construire dans le Vidourle. Hier, une nouvelle fois, le Vidourle est sorti de son lit. Une crue moins terrible qu'en septembre dernier, seuls les magasins du centre-ville ont été inondés. Mais pour les commerçants, durement éprouvés il y a 3 mois et qui venaient à peine de rouvrir, cette inondation-là est celle de trop. On a travaillé le plus possible pour réouvrir le plus vite possible. Et là, quand on voit ce désastre, c'est trop, c'est le ras-le-bol. On est envahi de tout, on a de la saleté, on ne vend pas, on est fermé, c'est une catastrophe. Vous comptez rester ou partir? Ah non, je vais rester, comment voulez-vous que je fasse? Si je m'en vais, j'ai plus rien. Hein. Un représentant de la Chambre de commerce de Nîmes vient à la rencontre des sinistrés. Lui aussi est abattu, il craint que les caprices répétés du fleuve ne ruinent définitivement Sommières. Il n'y a plus aucun commerçant, plus aucun chaland qui vient sur Sommières. Donc des chiffres d'affaires sont en baisse astronomique et c'est une situation dont il faut sortir très rapidement. Les habitants de Sommières ne comprennent pas pourquoi l'État n'a pas tiré les leçons des inondations de septembre et commencé à curer le lit du fleuve. Le maire de la ville exige que l'on accélère les opérations. Moi je dis qu'un an d'études, on ne peut plus attendre. Alors on va s'asseoir un peu sur les procédures et je demande à ce que l'on me cure ce Vidourle et qu'on lui redonne sa profondeur normale qui était environ de 3 mètres à 3,50 mètres de profondeur, alors qu'aujourd'hui on a 50 cm. Plus que la solidarité, les habitants de Sommières veulent ce soir des solutions. Et l'annonce aujourd'hui par le gouvernement de la construction prochaine d'un barrage est accueillie ici comme une bonne nouvelle. L'alerte météo a été levée un peu partout, les pluies diluviennes se sont arrêtées. En revanche, place au verglas dans l'Est, en Meurthe-et-Moselle depuis 2 jours. Carambolages, accidents, les routes verglacées ont provoqué de nombreuses sorties de pompiers. Puis ce matin à l'aéroport de Metz, annulation des vols en raison des pistes verglacées. La violence scolaire à nouveau dans l'actualité. Hier matin, une conseillère d'éducation d'un lycée polyvalent de l'Essonne a été agressée dans son bureau. L'homme était masqué, il l'a aspergé de gaz lacrymogène. Apparemment, il ne s'agirait pas d'un élève. L'émotion était vive ce matin dans l'établissement. Les cours ont repris à Sainte-Geneviève-des-Bois. Voici comment les profs ont géré la crise. Florence Griffon, Romain Potoki. Que faire pour éviter les agressions au sein du lycée? Comment peut-on empêcher qu'un individu masqué vide une bombe lacrymogène sur une conseillère d'éducation et s'enfuit sans être rattrapé? C'est pour répondre à ces questions qu'ici, on a choisi de débattre. Il faut absolument qu'on en parle, qu'on continue à en parler et que ça ne retombe pas dans l'oubli, parce que ça retombe dans l'oubli jusqu'à la prochaine agression. Cette consultation civique a remplacé les cours. Face aux élèves, le proviseur. Je pense que ça aurait été un élève, ça n'aurait pas fait autant de bruit. D'accord. Ils n'auraient pas suspendu les cours pendant une après-midi entière. J'ose penser que si ça avait été un élève, on aurait réagi de la même manière. Par rapport aux mesures à prendre, je pense pas qu'il y ait vraiment de solution, quoi. Non, moi je suis pas d'accord, parce que c'est parce que nous acceptons ça que ça arrive tout le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a eu un individu qui a fait ça que demain il n'en aura pas un autre qui va faire ça. Mais à l'âge que vous avez, vous pouvez aussi être acteur et vous pouvez vous mobiliser pour essayer de faire changer ces mentalités. C'est soit on trouve un système au niveau de la grille où plus personne ne rentre ou ne sort, soit un système de cartes, soit un système ou un autre système.
Donc ça va être vraiment une prison, malheureusement. Vous engage à retourner en cours. Et merci beaucoup. La séance se termine, le proviseur est déçu. Il aurait aimé que les élèves se sentent plus impliqués. La solution n'est pas dans ce fatalisme. La solution, elle est dans la prise de conscience de chacun des jeunes. Le fait de dire on ne peut rien faire et d'oublier jusqu'à la prochaine fois ne me satisfait pas. À Angoulême, c'est le doyen des juges d'instruction qui a été agressé hier dans son propre cabinet par 2 hommes masqués au tribunal de grande instance de la ville. Il a reçu 2 coups de cutter. C'est le 3e magistrat depuis un mois agressé au sein d'un palais de justice. Comme dans beaucoup de tribunaux, il n'y a pas de système de sécurité particulier, mais une concertation pour renforcer les mesures de sécurité est prévue. J'en viens à cet invraisemblable imbroglio à Bondy. Tout a commencé en début de semaine lorsqu'Elisabeth Guigou, s'adressant à Nicolas Sarkozy dans l'émission 100 minutes pour convaincre de France 2, a lu une lettre rapportant des propos tenus par des policiers à une mère de famille venue déposer plainte pour racket. Depuis, il y a eu des témoignages contradictoires, chacun y allant de sa version. On est allé jusqu'à parler de pression, une drôle d'affaire que nous raconte Frédéric Crotin. Je vais juste vous citer un exemple, en espérant que vous agirez sur cet exemple-là. Elisabeth Guigou a-t-elle pris le meilleur exemple? L'histoire qu'elle a choisi de raconter et qu'elle qualifie de bavure, c'est celle d'une mère de famille de sa circonscription dont le fils a été victime d'un racket à l'école. En portant plainte, la mère de famille aurait entendu cela de la part des policiers. C'est un quartier pourri, c'est une école de racaille, c'est la plus pourrie. Changez votre enfant d'école. Réponse du ministre de l'Intérieur. Je vais donc venir dans votre circonscription la semaine prochaine. J'irai avec vous dans le collège. Nous irons ensemble au commissariat et je vous montrerai ce que c'est qu'un ministre qui serait prendre ses responsabilités si ce que vous me dites est vrai. Mais hier, coup de théâtre, la mère de famille dément avoir entendu les propos des policiers. Madame Guigou a lancé un tissu de mensonges. Elle n'a même pas vérifié l'exactitude des faits avant de les divulguer à l'antenne pour sa guéguerre politique avec Sarkozy. J'aurais bien aimé que la vérité soit dite au lieu de dire que des bêtises. Difficile d'y voir clair, d'autant qu'aujourd'hui tout le monde se tait, tant à l'école qu'au commissariat de Bondy. Le maire, lui, n'exclut pas que les policiers aient fait pression sur la mère de famille, à quelques jours de la fameuse visite de Nicolas Sarkozy. Le maire socialiste qui a présenté cet après-midi un témoin qui confirme les mots des policiers, des propos que n'a pas apprécié cette jeune animatrice d'école présente au moment des faits. Travaillant là-bas, je trouve que les enfants, c'est les enfants comme les autres. Et c'est mettre cette école-là à part, ou bien même les autres écoles de Bondy Nord à part, je trouve pas ça vraiment normal. Y a-t-il eu dysfonctionnement du service? Y a-t-il eu pression? L'enquête administrative lancée au soir des déclarations d'Elisabeth Guigou devrait permettre d'y voir un peu plus clair. À Sangatte, les derniers jours d'existence du centre de la Croix-Rouge qui sera fermé définitivement avant même la date prévue. Aujourd'hui commençait le démontage du centre, le démontage des structures préfabriquées. Et puis au même moment, le Secours catholique mettait en place pour les clandestins qui trouvent parfois refuge dans les blocos de Calais des sanitaires provisoires et un dépôt de vêtements. Le sommet de Copenhague avec désormais, c'est fait, une Europe élargie à 25, c'est un fait historique. Les 15 membres de l'Union et les 10 pays candidats sont finalement tombés d'accord. Mais que de crispation aujourd'hui, avec d'abord la Turquie, dont la situation ne sera examinée que fin 2004. C'était à prendre ou à laisser, et la Turquie s'est résignée. Quant à la Pologne, elle a failli claquer la porte, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Sur place, Christian Marimono. La journée était riche en rebondissements. Les 15 refusaient d'augmenter le chèque fixé à 40 milliards d'euros. 7 pays sur 10 acceptaient la proposition et dans le camp du refus, la Pologne, qui a obtenu un coup de pouce financier. Les Polonais retrouvaient le sourire, la situation se débloquait, l'élargissement historique réalisé. Autre point chaud, la Turquie. Elle exigeait une date de négociation très proche. Jusqu'au bout, elle a tenté de forcer la porte de l'Union européenne. Gerhard Schröder et Jacques Chirac ont rassuré le Premier ministre turc. Mais la candidature turque ne sera examinée que fin 2004. Déception dans la délégation. Cela nous donne un délai pour nous préparer à l'ouverture de ces négociations. Il faut l'accepter. L'accouchement aurait été douloureux. Et comme dans un mariage, le plus dur reste à faire. Construire ensemble une maison pour tous, avec un règlement de copropriété qui sera la Constitution européenne.
Le Parlement turc, parallèlement, adoptait cet après-midi une série de réformes permettant au chef du parti au pouvoir d'être élu au Parlement et de devenir Premier ministre. Recep Erdogan était jusqu'à présent inéligible en raison d'une condamnation pour incitation à la haine religieuse. La France a donc décidé d'envoyer des renforts en Côte d'Ivoire. Plusieurs centaines de militaires devraient arriver sur place dans les jours à venir. La crise ivoirienne risque de tourner à l'embrasement et à la guerre civile. Paris plaide toujours pour une situation pacifique, mais hausse le ton désormais face aux rebelles, réaffirmant son appui au gouvernement en place. Reportage Éric Meunier, Bruno Giraudon. Pour la France, c'est un pas, un engagement supplémentaire. Dans les toutes prochaines heures, un renfort d'au moins 500 soldats est attendu en Côte d'Ivoire, portant le contingent de militaires français à plus de 2000 hommes. Lors d'un conseil restreint à l'Elysée hier, les autorités françaises ont ainsi sifflé le coup d'arrêt du match, la fin de la rigolade, selon les propos fort peu diplomatiques d'un responsable du ministère français de la Défense, et en référence à la guerre civile larvée qui mine le pays depuis près de 3 mois. En clair, la France veut se donner les moyens militaires non plus de surveiller, mais d'imposer un cessez-le-feu jusqu'ici bien précaire entre les forces gouvernementales et désormais 3 mouvements armés qui occupent la moitié du pays. Concrètement, cela veut dire que nous sommes en mesure d'ouvrir le feu, si nécessaire, envers toute personne nous empêchant d'accomplir notre mission et mettant en danger la vie des soldats français. Sur le plan diplomatique, la médiation du président togolais Yadema semble avoir vécu, malgré la signature hier à Abidjan d'un document politique engageant les principaux partis ivoiriens, mais aucun des mouvements armés. Aussi, envisage-t-on côté français de reprendre les rênes de la négociation en organisant prochainement à Paris un sommet de la dernière chance entre tous les protagonistes et en présence des grands leaders de l'Afrique de l'Ouest. Dès hier, les mouvements rebelles envisageaient cette plus grande implication française avec défiance, rappelant la France à la neutralité et l'enjoignant à retirer ses troupes du pays. Aux États-Unis, le scandale de la pédophilie. Après les centaines de plaintes, le cardinal archevêque de Boston a fini par démissionner. Jean-Paul II avait une première fois refusé cette démission devant l'évidence des faits. Le Saint-Père a fini par accepter. Étienne Lénart. Voici probablement l'une des dernières images publiques du cardinal Bernard Law en compagnie du pape Jean-Paul II ce matin après que celui-ci eut accepté sa démission. Et pour bien comprendre la portée de l'événement, il faut savoir que l'archevêque de Boston était jusqu'à ces derniers mois l'une des figures les plus respectées de l'Église catholique américaine. S'il est contraint à la démission, c'est donc qu'on l'accuse d'avoir volontairement protégé des prêtres accusés de pédophilie. John Gogan, par exemple, condamné au mois de février dernier à 10 années de prison. Ou Paul Shanley, soupçonné de 10 viols sur mineurs, libéré sous caution il y a 2 jours, sous les huées des paroissiens, qui réclament des comptes à l'Église catholique de Boston et au cardinal lui-même. Le cardinal prie de toutes ses forces pour que son geste aide à la guérison, la réconciliation et l'unité dont l'archidiocèse de Boston a tant besoin. Le problème, c'est que 450 plaintes sont en cours d'instruction avec à la clé des dizaines de millions de dollars d'indemnités et des avocats qui, dès ce matin, exprimaient la volonté de ne pas en rester là. La décision de l'Église va dans la bonne direction, mais il existe des problèmes de structure beaucoup plus profonds. Des familles qui attendent aussi du Vatican qu'il réponde à une question de principe. Lorsque de tels actes sont avérés, le rôle de l'Église est-il de condamner les fautifs ou de les protéger par charité chrétienne ? En France, le gouvernement a décidé d'apporter des modifications au plan d'épargne logement très prisé par les Français. Cette épargne populaire devra désormais être utilisée pour l'achat réel d'un bien immobilier. Ceci ne concerne que les nouveaux contrats. Les explications de Martin Gouès et Alexandre Dequitte. Pour les épargnants et les banquiers, c'était un succès. On compte plus de 15 millions de plans épargne logement en France. Avec un taux d'intérêt de 4,5 à plus de 6%, plus élevé qu'un livret A, il était populaire. On a notre PEL depuis un an et demi à peu près. On a un projet immobilier en ce qui nous concerne. J'ai changé de banque, donc je vais le remettre dans une autre banque, je vais le réouvrir avec mon capital que j'ai acquis là. On arrive à l'âge de la retraite, alors ça va certainement nous servir pour acheter une petite maison, pour passer une petite retraite. Le PEL, c'est en effet un premier apport pour pouvoir acheter ou se faire construire un toit. Aujourd'hui, les sénateurs estiment que 9 plans sur 10 servent à toute autre chose. On prend la prime et puis on utilise les intérêts et la prime pour d'autres activités, d'autres placements.
Cette prime au maximum de 1 525 € sera donc supprimée si on n'achète pas son logement. L'État, dans 4 ans, devrait ainsi économiser 1,5 milliard d'euros. Pour les associations de consommateurs, le PEL devient moins attrayant. Aujourd'hui, on supprime cette prime, on supprime aussi l'intérêt du PEL, puisqu'on ne sait pas si on va devenir propriétaire ou pas. De leur côté, les banques estiment que cette mesure pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble du marché immobilier. Se tenait aujourd'hui le premier comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire en présence de l'ensemble du gouvernement. Parmi les mesures annoncées, une somme de 10 millions d'euros pour la ville de Toulouse. Après la catastrophe d'AZF, il s'agit de la création d'un fonds d'industrialisation. Fini les gendarmes et leur fameux képi. Voici la nouvelle tenue qu'ils porteront désormais selon les saisons. Changement de garde-robe, un autre uniforme pour une nouvelle époque. Les gendarmes à la page, présentation avec Loïc Delamornay et Jacques Gérard. Allez, mais il va falloir tout montrer, hein. Le podium, les flashs, voici le showroom du ministère de la Défense. Mais ici, le glamour reste léger et la directrice de collection anime le ballet de ses mannequins d'un ton martial. Parce que le gilet pare-balles bleu pâle a sorti, vous l'avez pas sur vous, non? Non. Vous continuez. L'ordre vient d'en haut, en mission de striptease commandée pour le compte du ministre en personne. Sous le blouson, polaire confortable et polo bleu clair, sans oublier la casquette très tendance. Dans la conception du nouvel uniforme, la ministre a apporté sa touche personnelle. Le regard de la femme a fait rajouter quelques pinces ici ou là pour que la silhouette de nos femmes gendarmes soit plus agréable. Fini donc l'uniforme noir et bleu nuit. La nouvelle collection se veut plus repérable et surtout plus fonctionnelle. Détail appréciable, contrairement à l'ancien, le nouveau pantalon est ainsi lavable en machine. Pour travailler, on est quand même beaucoup plus à l'aise. On est moins gêné par notre pantalon, par les chaussures basses, c'est confortable et c'est chaud. L'uniforme utilisé jusqu'à présent n'avait que très peu évolué en un siècle. Voici un modèle de 1904. Celui-ci arbore de superbes bacchantes. Il faut dire que de 1841 à 1933, la moustache était obligatoire chez les gendarmes. Et depuis toujours, les couleurs sont symboliquement les mêmes que celles du premier uniforme de la maréchaussée en 1720. Le bleu et le rouge représentaient les deux couleurs de la maison du roi, qui elles-mêmes reprenaient les couleurs des deux saints principaux vénérés sur le royaume de France, c'est-à-dire Saint-Martin pour le bleu et Saint-Denis pour le rouge. Aujourd'hui, c'est donc l'époque de la casquette. Qu'on se rassure, le képi n'est pas abandonné, il sera toujours porté, comme dans ce nouvel uniforme d'apparat. C'est demain que Nicolas Sarkozy se rendra en Corse pour la 3e fois en quelques mois. À la veille de ce déplacement, l'organisation clandestine, le FLNC, a décidé de suspendre ses actions. Une politique de la main tendue qui reste fragile. Il est vrai que ces derniers temps, la multiplication d'attentats visant des cibles de toutes sortes ont touché l'île. Stéphane Bretner, Grégory Vasseur. Une trêve de plus, mais cette fois-ci, pas de conférence clandestine comme fin 99. Aujourd'hui, c'est par un simple communiqué que le FLNC a décidé de suspendre ce qu'il appelle ses actions politico-militaires. Voilà qui tombe comme par hasard à la veille de la visite de Nicolas Sarkozy à Bastia. Parce que depuis quelques semaines, le ministre de l'Intérieur ne cachait plus son agacement face aux attentats à répétition. Il n'y a pas de paix possible et de développement possible pour la Corse tant que des gens qui sont pour certains de ses amis auront la lâcheté de mettre des cagoules la nuit pour aller déposer des bombes. Des banques, des villas, des bars, des bâtiments publics, plus de 230 plastiquages en un an, un record depuis 97. Difficile de trouver dans ces cibles un message clair, au point que certaines revendications ne parlent plus de politique, mais de lutte anti-drogue, de spéculation immobilière ou de l'attitude des banques. La marque d'une dérive vers le banditisme, c'est la conviction de Pantaléon Alessandri. Ce nationaliste a quitté la clandestinité il y a 10 ans. Les attentats ne révèlent pas une ligne politique. Donc c'est un peu n'importe tout et n'importe quoi. Et puis on en revient aussi à des attentats d'il y a 20 ans, style un peu les banques, les services publics. On fait de l'attentat pour montrer qu'on existe encore. Combien de temps durera la trêve décrétée par le FLNC ? Impossible à dire, d'autant que 6 membres d'un groupe dissident viennent d'être incarcérés. Ils sont soupçonnés d'avoir fait exploser cette caserne juste avant la première visite de Nicolas Sarkozy en Corse. La politique de cette fin de semaine sera marquée par le Congrès des Verts qui vont tenter de mettre un terme à leur division. Déchirés depuis plusieurs mois par leurs affrontements et sans majorité, le parti écologiste a bien du mal à se remettre sur pied. Dans les coulisses comme sur le devant de la scène, la bataille des chefs avec comme objectif choisir une nouvelle direction. Hélène Hugues, Bernie Mériot.
Ce sera son dernier congrès à la tête des Verts. Battu aux législatives, critiqué dans son propre camp, Dominique Voynet quitte le secrétariat national. La guerre de succession n'a pas été évitée. Les Verts en reviennent toujours à leur querelle de chef. Les militants des Verts n'ont pas voulu choisir entre Noël Mamère et Alain Lipietz, entre l'une ou l'autre des tendances qui structurent la vie des Verts. Je crois que le message qui nous passe est assez clair. On est Verts, avant de se sentir membre d'une sensibilité, débrouillez-vous pour vous entendre. Figure emblématique des Verts, Daniel Cohn-Bendit aurait pu reprendre le flambeau. Tous le courtisent, mais c'est non. Non. Écœuré par les bisbilles internes, il n'ira même pas ce week-end au congrès de Nantes. Aujourd'hui, 2 hommes sont donc en compétition. Alain Lipietz d'abord, plus personne ne croyait en son retour après une candidature à la présidentielle avortée pour cause de gaffes à répétition. Aujourd'hui, les militants lui ont quand même accordé une courte majorité. Du coup, le député européen rêve d'être le grand réconciliateur. La situation elle-même nous oblige à faire bloc. C'est pourquoi il n'y a pas de très grosse différence si vous lisez les textes. Maintenant, il y a un passif entre un certain nombre d'anciens dirigeants. Moi, je tends la main à tout le monde. J'espère qu'ils tendront la main entre eux. Faut lui dire de venir. Face à lui, Noël Mamère. Moins populaire chez les militants, le député maire de Bègles n'est pas prêt à tous les compromis. Fort de son score à l'élection présidentielle, le meilleur jamais obtenu par un candidat écologiste, il revendique un statut particulier au sein de son parti. Je me dis qu'il y a chez les Verts une sorte de syndrome des coupeurs de tête. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une tête qui dépasse, on s'arrange pour la faire tomber. Il y a 2 ans, au congrès de Toulouse, les Verts avaient passé plus de temps à se disputer qu'à parler d'écologie. Le congrès de Nantes ce week-end risque de ne pas être très différent. Que faut-il penser des OGM? Les avis se succèdent. Aujourd'hui, l'Académie des sciences considère que l'on peut à petite dose introduire ces plantes transgéniques dans l'agriculture. Tout le monde ne partage pas cette opinion. Le point avec Hélène Vergne et Frédéric Faure. D'ici une année, tout porte à croire que ces plantes transgéniques pourraient quitter les laboratoires français pour être cultivées à des fins commerciales. C'est en tout cas ce que préconisent aujourd'hui les académies de médecine et des sciences. Aux yeux des chercheurs, il est temps d'introduire des OGM dans le monde agricole, mais avec prudence. Les autorisations ne seraient alors délivrées qu'au cas par cas. Il ne s'agit pas de l'introduction sauvage de toutes les plantes transgéniques, mais de certaines plantes qui présentent une très haute valeur ajoutée pour l'agriculture, voire même pour la santé humaine. Alors là, il faut donner le feu vert. Aliments enrichis en fer ou en vitamines, meilleure résistance aux prédateurs, les bénéfices des OGM l'emporteraient largement sur les risques éventuels, y compris le risque sanitaire. Les chercheurs rappellent qu'à ce jour, aucun effet nocif sur la santé n'a été décelé. Ça fait 10 ans que des centaines de millions de consommateurs consomment journellement des OGM et on n'a jamais constaté le moindre problème. Cultiver et surtout commercialiser des plantes transgéniques, les associations de consommateurs ne sont pas contre, mais réclament des garanties. Le moratoire ne sera pas levé dans les jours qui viennent, il faut dire ça aux consommateurs, tant que l'étiquetage et la traçabilité des OGM ne sera pas acquis, c'est-à-dire que la législation ne sera pas adoptée. Il faudra également vaincre les réticences des Français. Lors d'un récent sondage, 80% d'entre eux se disaient opposés aux organismes génétiquement modifiés. La marée noire en Espagne, dans l'attente d'une 3e vague de pollution, le travail inlassable des pêcheurs qui continuent de ramasser des plaques de fioul éparpillées tout au long de la côte. Une seule bonne nouvelle, le sous-marin français, le Nautile, a réussi à colmater une des brèches de la coque du pétrolier, mais ce dispositif ne pourrait fonctionner que provisoirement, le temps le dira. C'est dans ce contexte que je vous propose de découvrir ce projet de navire dépolluant, un projet unique au monde, capable, dit-on, de traiter en quelques jours une marée noire comme celle de l'Erika. Pour l'instant, il n'y a qu'une maquette, c'est déjà beaucoup. Reportage Olivier Sioux, Nicolas Châteauneuf, Michel Hiver. C'est peut-être le navire dépollueur du futur. Pour l'instant, bien sûr, c'est juste une jolie image de synthèse. Mais demain, l'Oil Sea Harvester, l'OSH, sera capable de pénétrer au cœur d'une nappe d'hydrocarbures pour pomper le fioul. C'est en tout cas ce que promet son heureux papa. Il faut qu'un navire soit assez grand pour être marin sur des mers jusqu'à force 5-6, disons des houles jusqu'à 6 mètres de hauteur. Et deuxièmement, il a une structure de type trimaran qui le rend moins sensible au mouvement de la mer. Car de ce côté-là, on ne peut pas dire que l'Alcyon et l'Ailette aient fait des miracles contre les marées noires de l'Erika puis du Prestige. L'idée de l'OSH, au contraire, c'est un système de roues à godets
qui aspire le fioul dans une cuve géante de 6000 tonnes. En toute discrétion, des essais ont eu lieu au Cèdre de Brest. La maquette est rudimentaire, mais le test paraît-il concluant. Il vaut mieux, car le même en grand coûtera cher, 100 millions d'euros. Pour le rentabiliser entre deux marées noires, le PDG d'Alstom Marine a bien une petite idée, et même plusieurs. On peut imaginer des missions douanières, on peut imaginer des missions de surveillance des pêches, on peut imaginer des missions de sauvetage en mer, de lutte anti-incendie, voire de remorquage. On pourrait très bien mettre dessus des hélicoptères. On peut imaginer beaucoup d'emplois pour ce type de navire. Bref, le client est roi. Qui? La France, peut-être, l'Europe, pourquoi pas. Mais à ce prix-là, et après tant d'expériences malheureuses, chacun risque d'y regarder à deux fois avant de mettre la main au portefeuille. Il y a 30 ans se déroulait la dernière exploration de l'homme sur la Lune. 2 astronautes américains ont ramené de ce fantastique voyage des centaines de pierres lunaires. Un programme qui faisait tant rêver. La Lune, pourtant, est un astre désormais abandonné de la recherche spatiale. Le rappel de cette épopée avec Patrice Pellet. En ce mois de décembre 72, pour la dernière fois, la plus puissante fusée du monde, la Saturne V, décolle de Cap Canaveral. Cette 6e mission emporte Cernan et Vance Smith. Tous savent que derrière eux, plus personne ne marchera sur la Lune. Et c'est le cœur serré qu'ils se posent dans la mer de la sérénité. Leurs premiers pas sont difficiles, mais ils ont de la marge devant eux. Avec 74 heures et 59 minutes et demie, ils battront le record de temps passé sur la Lune. Pour cet ultime voyage, exceptionnellement, un scientifique, Eugene Smith, fait partie de l'expédition. Il est géologue. Imposé par le Congrès, il est là pour rappeler aux militaires qu'ils n'ont pas l'exclusivité de l'espace. Et puisque c'est la dernière balade, autant s'amuser. Il fallait bien cela pour clore les missions lunaires. L'enseignement que l'on peut tirer des missions Apollo, c'est que l'humanité n'est pas enchaînée à notre planète. Notre vision doit aller plus loin, nos possibilités sont illimitées. Après 3 ans, c'est terminé. Cette image de l'équipage quittant la Lune est la dernière prise par la NASA. Depuis, aucun projet sérieux pour y retourner n'a vu le jour. L'objectif maintenant semble d'aller plus loin, vers Mars bien sûr. Et c'est certain, à l'annonce de cette nouvelle conquête, des milliers de terriens applaudiront. Une page éducation avec cette expérience pour lutter contre la violence scolaire dès le plus jeune âge, une initiative où les jouets prennent un espace important dans les classes élémentaires, de la cantine à la garderie. Marianne Masse, Yves Juncker. Pas de temps à perdre, c'est l'heure de classe que Sarah, Mélissa et les autres préfèrent dans toute leur journée d'école. Ici, pas de cahier ni d'exercice au tableau. On joue et c'est le seul travail demandé. Parce qu'à l'entrée en primaire, on devient soudain grand et qu'on oublie parfois d'être encore un enfant. Avant, j'aimais pas, j'étais tous donnés à ma soeur, mais j'ai tort, j'aime bien en fait les Playmobil. Parce que maintenant, je vois que c'est amusant, on peut bouger les mains, comme ça. On peut même raconter des histoires. Et ici, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, il n'y a pas de contraintes. Le jeu permet même souvent de faire tomber certaines barrières chez les enfants. Il y a des petites filles qui ne veulent pas jouer à la poupée, il y a des garçons des fois qui regardent un peu les poupées mais qui ne vont pas les jouer. Il y a des jeux qui pourraient plus correspondre à des petits, ce sont des grands qui y jouent. Donc nous, on découvre complètement et on laisse faire. L'expérience s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre la violence scolaire. À partir d'un constat, les écoles à problème sont celles où on ne joue pas. Les enfants sont adversaires, là ils jouent ensemble, ça devient des partenaires. Au lieu de se battre, ils jouent. Et si on considère que l'enfant se construit en jouant, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel de les faire se rencontrer autrement qu'en se battant. Jouer à l'école, quand à la maison les parents ne prennent plus toujours le temps de le faire et que les jeux virtuels ont remplacé tous les autres. Il y a quelque temps, je me souviens, dans la cour, je voyais énormément de jeux de bagarre parce que les enfants, sur leur console, vivaient des jeux de bagarre en permanence. Et pour eux, ils reproduisaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient devant leur console. Bien sûr, la violence n'a pas entièrement disparu du jour au lendemain. Mais depuis la rentrée, si on se bagarre,
c'est surtout pour venir participer à l'atelier ludique. L'actualité sportive avec la superbe victoire de Carole Montillet qui a remporté le Super G de Val d'Isère. Une descente à train d'enfer, 1 minute 7 secondes, 46 centièmes. Décidément une saison qui s'annonce radieuse pour la skieuse française. La championne olympique de descente retrouve près d'1 an après la mort de Régine Cavagnou toute sa vigueur. Son portrait avec Julien Beaumont et Alain Poirier. À chaque fois, c'est pareil. Michel Montillet promet d'être plus calme, plus réservé. Mais dès que sa fille s'élance, ses belles paroles s'effacent à mesure que ses larmes apparaissent. Et en voici la cause, sa fille vient de s'imposer à Val d'Isère. Une nouvelle victoire qui n'en finit pas d'étonner son père. On pensait que la médaille d'or, c'était bien, elle a confirmé, elle reconfirme aujourd'hui, c'est géant, c'est fou. Avec ce résultat, Carole est maintenant première des classements Super G descente. Comme en cyclisme, elle reçoit donc un maillot. En ski, il est rouge. Je ne sais pas si je vais arriver à dormir ce soir parce que déjà je l'attendais pas en descente. Je l'attendais encore moins en Super G, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une journée trop classe. J'ai pas envie qu'elle se finisse. La saison vient à peine de commencer et Carole Montillet a déjà fait une très forte impression sur ses adversaires. Elle est fantastique, elle est très en forme, elle a travaillé beaucoup, je sais. Elle est très sympathique. Ouais, je pense qu'elle est aussi toujours cool, elle n'a pas de stress. Je pense qu'elle a aussi la routine qui l'aide maintenant. Éliminer la pression, la Dauphinoise a tout fait pour cet été. Sa médaille olympique lui a permis de découvrir d'autres disciplines. Mais elle a aussi multiplié les séances de travail. Résultat, elle a trouvé cette année une façon de glisser incomparable. Il a un ski très sûr, et puis elle a beaucoup de puissance physique également, donc tout ça, tous ces petits éléments-là font qu'elle a réussi à faire la différence en ce moment. Combien de temps? Alors ce matin, on est arrivé à 9 h. Malgré tout, la meilleure skieuse du moment est restée accessible. Une grande sœur qui risque de susciter beaucoup de vocations. Parce qu'on était en groupe comme ça, et que c'était sympa. Et puis demain sur France 2 à 14h30, la demi-finale des championnats d'Europe féminins de handball. La France affronte la Norvège. Football, pas brillant, les clubs français hier soir en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. 4 clubs au tapis, le PSG, Bordeaux, Lyon et Lens. Seul Auxerre tire son épingle du jeu. Les hommes de Giroud ont battu Séville 2-0 à Nathanaël de Reims. Ça ressemble à une mise à l'écart, un peu prématurée, mais Luis Fernandez ne devrait pas résister à la nouvelle déconvenue de son équipe. Une erreur du gardien, une erreur de l'arbitre, la faute semble peu évidente, peu importe. Paris battu 1-0 tombe face au Boavista Porto. De leur côté, les Lyonnais en rouge n'ont rien à envier au PSG. Le champion de France a été battu sur son terrain 1-0 par le modeste club de Denizlispor, actuel 9e du championnat turc. À l'image de Lyon, le football français enchaîne les déconvenues européennes. Les confrontations européennes, chaque année, sont un peu le maître étalon, l'étalonnement de la valeur du football français par rapport à ses grands homologues, et que cette année, on plonge très brutalement. Les précédentes années, on connaissait un léger déclin. Cette année, c'est le déclin, la chute totale. Ajoutez à cela les éliminations de Bordeaux et Lens, et voilà 4 ténors de notre championnat éliminés dès les 16e de finale de la Coupe UEFA, la Coupe d'Europe des pauvres. La France a mal à son football. C'est grave, docteur? Nous, on joue bien. On a vu les clubs français hier. Ils disent tous qu'ils ont bien joué, qu'ils n'ont pas eu de chance, que c'est l'arbitre, que c'est ci, que c'est là. Mais ils ont oublié la dimension essentielle, c'est le combat. Même si Auxerre élimine le Betis Séville, un grand club espagnol, cette belle performance ne peut pas faire oublier le piètre résultat d'hier soir. Avec un seul représentant en 8e de finale, au classement des nations, la France est désormais au même niveau que l'Écosse, la République tchèque ou encore la Pologne. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Sochaux-Lyon, Metz-Bordeaux, Guignon contre Nancy, ou Vascal, Beauvais-Monaco, Saint-Étienne-Le Mans, Marseille-Créteil, Lille-Nîmes, Guingamp-Nantes. Les rencontres auront lieu les 18 et 19 janvier prochains. Le film de Nicolas Philibert, véritable événement de l'année grâce au bouche à oreille, son film Être et avoir a rencontré un considérable succès public. Après la France, le réalisateur de ces 4 saisons d'une petite école d'Auvergne part en tournée à travers toute l'Europe. Cette semaine, il faisait escale en Italie. Isabelle Stess, Dominique Merlin.
Il n'a pas vraiment besoin de jeter sa pièce dans la fontaine de Trévi pour revenir à Rome. Son seul talent suffit à lui rapporter un succès qui traverse les frontières. En Italie, on parle même du dernier film culte de Nicolas Philibert. Film culte, c'est très impressionnant. Après 5, il y a 6. Et après 6? Après 6, il y a 7. Mais on l'a pas encore vu. Puis après 7, il y a 6. Ah, après 7, il y a 8. Il y a 8. Sur les écrans, la vie de cette petite école d'Auvergne a été vue par près d'1,5 million de spectateurs français, par le simple bouche à oreille. Pas de matraquage publicitaire en Italie comme aux États-Unis et bientôt au Japon, c'est Nicolas Philibert qui accompagne son film. Je suis désolé, non parlo italiano. Ce que raconte le film dépasse le cadre du Puy-de-Dôme, de l'Auvergne, de l'école rurale. Le film nous dit que tout n'est pas perdu, tout n'est pas, qu'il y a encore du possible. Et je crois que c'est ça qui est... Je pense que c'est une raison du succès du film en France. C'est propre ça? Non. Elles étaient déjà encore plus sales tout à l'heure. Oui. Et maintenant, tu trouves qu'elles sont propres? Non. Non. Quelquefois, les actions quotidiennes réclament, pour ceux qui les font, un petit peu d'héroïsme. Parce qu'apprendre à lire, c'est difficile, il faut s'acharner, il faut s'obstiner, etc. Et je crois que ça peut donner tout d'un coup des beaux moments de cinéma. Nicolas Philibert avoue avoir détesté l'école et se retrouve à 50 ans premier de la classe. Prix Louis Deluc à Paris, meilleur documentaire européen à Rome. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous prenne en photo? Il reste drôle, humble et touchant, à l'image de son cinéma. Et ce soir, France 2 consacre en deuxième partie de soirée une émission à Nicolas Philibert en diffusant 2 de ses documentaires. Maxime Le Forestier sera sur scène ce week-end au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. 30 chansons pour évoquer 30 ans de carrière. Un spectacle épuré. Maxime Le Forestier seul sur scène avec sa guitare. Olivier Lenza, Grégory Vasseur. Une liaison quasi charnelle, sensuelle. Maxime Le Forestier et ses guitares. Dans un état qui déprime et dans un monde de brutes, il faudrait s'embrasser. Entre le boulevard du crime et le chemin des turlupes, essayez d'avancer. Moi j'ai toujours l'impression de pouvoir survivre où que je sois, dans n'importe quel coin du monde. Je sais qu'avec ma guitare je pourrais toujours aller gagner un bol de soupe. Même si c'est pas vrai, c'est toujours rigolo de le penser. Je fais que passer ma route, ma vue s'est tracée. Plutôt guitare, le nom d'un spectacle. Le Forestier entouré de la fine fleur des guitaristes actuels. 2 heures de concert, plus de 30 chansons, un tour de chant, tour de force, en finesse. Le tour de chant idéal pour un auteur-compositeur, c'est le dernier tour de chant de Trenet, où il y avait 18 chansons et il y avait 18 chansons indispensables à tout le monde. Ça, c'est peut-être... Mais il faut peut-être attendre d'avoir 80 ans pour en arriver là. La sagesse d'un ancien contestataire qui vivait au début des années 70 dans une maison bleue, un monde rêvé. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années lourdes. Un concert intime donné au nom de l'amitié qui joue sur ce que Maxime Le Forestier préfère, les cordes sensibles. Notre confrère Georges Bégou a 2 passions, le journalisme bien sûr et la peinture. De New York à Tokyo, de Genève à Barcelone, il expose son amour des villes, une série de toiles à l'espace Châtelet-Victoria à Paris, une invitation au voyage. Michel Strulevici, Jean-Louis Melin, Bernard Pucessot. Depuis un quart de siècle, cet homme nous fait partager ses coups de cœur en nous racontant les plus beaux tableaux du monde. Mais Georges Bégou mène une double vie. Et aujourd'hui, à Paris, il nous révèle son jardin secret. Ces toiles, les voici exposées après qu'il eut couru le monde, carnet de dessin à la main, tous les sens en éveil. Georges Bégou, c'est la couleur qui est au poste de commandement chez vous? Oui, parce que la couleur me permet de réunir
la géométrie et la sensualité. C'est elle qui fait l'union. Et comme je découpe toutes les villes, tous les personnages par plan géométrique et par juxtaposition d'aplats, c'est la couleur qui vient redonner la chaleur de la vie, le climat. Le journaliste a fait mûrir l'imagination du peintre et le peintre s'est épanoui au contact des civilisations. Pour cet amoureux des villes et de leurs habitants, chaque cité a ses couleurs, ses rythmes secrets qu'il lui faut découvrir. Georges Bégou recompose le monde, parfois avec ironie, mais toujours avec tendresse, avec l'amour de la beauté. La rue à Tokyo, c'est un spectacle permanent, c'est un véritable tableau avec toutes ces bannières publicitaires de toutes les couleurs et les plus pétards possibles. Et on a le métro aérien qui traverse les affiches et en dessous, tout ce va-et-vient, ce grouillement de ce peuple qui n'a pas d'espace et qui semble comme ça, tassé par la couleur dominante. Son pinceau est guidé par une multitude d'images rassemblées. Elles trouvent leur unité sur le chevalet. On ne peint pas seulement avec des pinceaux et devant la toile. On peint dans sa mémoire, on construit, on rêve son tableau. On s'aperçoit que cet homme double, en peignant l'âme des villes, nous a livré beaucoup de la sienne. Georges Bégou qui publie L'âme des villes à la Bibliothèque des Arts. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, boulevard du Palais. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images de parachutistes qui ont battu le record du monde de saut en groupe. Ils étaient 300 dans le ciel de l'Arizona pour exécuter cette figure.